Célébration de la paix hier à Yamoussoukro, le parcours de Félix Houphouët-Boigny retracé. Hommage a été rendu à plus d'une centaine de personnes pour leurs actions de paix en Côte d'Ivoire. Et c'est parti, Air Côte d'Ivoire démarre ses vols à l'intérieur du pays. Vol inaugural domestique réussi à destination de Korogo, avion de 67 places fabriqué au Canada. Lutte contre Ebola, les pays les plus riches du monde s'engagent à éradiquer l'épidémie. Bienvenue à tous dans ce 13h. L'on entend bien souvent certains candidats dire « Une fois élu, je ferai tout pour le développement de ma région ». Députés, maires ou présidents de conseils régionaux parlent tous de développer leur circonscription une fois élus. Qu'est-ce qu'il en est concrètement? Qui fait quoi? Qui peut faire quoi? Pour parler du rôle de la compétence des élus, nous recevons ce dimanche Parfait Gourou, directeur général de la décentralisation et du développement local, préfet hors grade. Mais avant, chaque Ivoirien est invité à faire la paix. Depuis hier, c'est le message véhiculé en Côte d'Ivoire. C'est la journée nationale de la paix célébrée à Yamoussoukro. Les temps forts avec Alvor Assa, notre envoyé spécial à Yamoussoukro. L'association des élus et cadres du Grand Centre, présidée par le ministre d'État Jean-Ouaoussou Kouadio, a célébré la journée de la paix à Yamoussoukro. Hommage a été rendu au premier président de la Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny. L'écrivain Frédéric Gramel, exposant sur la vie du président Félix Houphouët-Boigny, a fait ressortir qu'il est essentiellement un homme de paix. Un film a également été projeté. Il retrace le parcours du président Félix Houphouët-Boigny, qui a bâti la Côte d'Ivoire grâce à la paix. Hommage a également été rendu au président du PDCI RDA, Aimé Henri Konan Bédié, pour ses actions en faveur de la paix et surtout l'appel de Daoukro, qui, selon les intervenants, est comme un gage de paix et de stabilité pour permettre à la Côte d'Ivoire de poursuivre son processus de développement, relancé par le président de la République Alassane Ouattara. Un prix d'hommage a été remis à une centaine de personnes ayant œuvré pour la paix lors de cette journée d'hommage au président Félix Houphouët-Boigny et au président du PDCI RDA, Aimé Henri Konan Bédié. Sur place également à Yamoussoukro, des femmes, dans leur diversité, elles se sont retrouvées sur la terre natale du père fondateur de la Côte d'Ivoire indépendante, Félix Houphouët-Boigny, surnommé apôtre de la paix, pour s'approprier le processus de réconciliation et de consolidation de la paix en Côte d'Ivoire. Toujours Alvor Assa. Femmes et paix, quel défi pour une Côte d'Ivoire émergente à l'horizon 2020. Et c'est autour de ce thème que les femmes, dans leur ensemble, ont commémoré la journée nationale de la paix à Yamoussoukro. Une initiative du ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. Pendant 2 jours, ces femmes d'horizons divers ont réfléchi sur les dispositions à prendre afin que les femmes ivoiriennes apportent leur contribution au processus de paix et à la réconciliation en Côte d'Ivoire. L'objectif, c'était de nous faire comprendre que nous avons aussi un rôle à jouer au sein du processus de réconciliation nationale et de retour à la paix dans notre pays. Nous avons eu des travaux en commission pour réfléchir sur la participation des femmes à la reconstruction et à une paix durable en Côte d'Ivoire. Pour la ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, Anne-Désirée Ouloto, cette journée est importante à plus d'un titre. Pour les femmes de Côte d'Ivoire, cette journée est également un grand moment de réflexion, un moment de bilan pour savoir quelle est la situation de la femme par rapport à la paix et quel doit être notre engagement quant au maintien de la paix et à la prévention des conflits, quand on sait la situation que nous avons connue dans notre pays depuis plus de 10 ans aujourd'hui. Le bilan est que la femme doit immédiatement se réapproprier ce concept de la paix. La veille de cette journée, une prière a été organisée à la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro par les femmes des différentes communautés chrétiennes et musulmanes. Elles ont prié pour la paix en Côte d'Ivoire. Et la paix célébrée à l'église du christianisme céleste de Côte d'Ivoire, la paroisse centre charismatique de Port-Boué a organisé un culte d'action pour prier pour la paix et le développement de la nation ivoirienne. Mamadou Kwasi.
Louer le Seigneur par les chants, c'est prier 2 fois selon les Saintes Écritures. C'est ce que les fidèles de la paroisse charismatique Jérémoyama de l'église du christianisme céleste ont traduit en actes ce samedi 15 novembre, journée nationale de la paix. Une volonté d'implorer le Tout-Puissant pour le développement et la paix définitive en Côte d'Ivoire. L'amour, c'est une arme. Donc je demande à chacun de nous d'aimer son prochain, de nous pardonner, afin que nous puissions vivre ensemble. Pour l'occasion, des groupes musicaux et des leaders de l'église du christianisme céleste sont venus de plusieurs paroisses, notamment de Divo, de San Pedro, de Yopougon et d'Issia. Tous avaient à cœur de solliciter le Seigneur pour que l'amour du prochain et le pardon règnent à jamais en Côte d'Ivoire. Des initiatives saluées par le parrain de ce culte d'action pour la paix, Blé Mamadou, de confession musulmane, explique sa présence aux côtés des chrétiens célestes par l'existence d'un Dieu unique pour toutes les religions. C'est pourquoi il invite les Ivoiriens à faire du vivre ensemble une réalité pour la paix et le développement de la Côte d'Ivoire. Le président Houphouët-Boigny, qui est le père fondateur de la nation ivoirienne, avait coutume de dire « La paix n'est pas un vain mot, mais un comportement ». Il faut un comportement de paix, un comportement de pardon, un comportement de tolérance. C'est à ce seul prix-là que la Côte d'Ivoire pourra évoluer. Au nom du président de la République, le parrain Blé Mamadou, président du conseil d'administration de l'IPSC Grailleux, a fait un don pour l'acquisition de matériel musical par la paroisse charismatique Jérémoyama de Port-Boué, afin de toujours louer le Seigneur pour la paix en Côte d'Ivoire. L'Église des Assemblées de Dieu, elle aussi, a organisé un concert pour célébrer la paix et c'était à Grand-Bassam, au Centre culturel Jean-Baptiste Moquet. Ce concert a été l'occasion pour les responsables de la communauté chrétienne de faire passer ce message. Sans paix, aucun développement n'est possible. Le reportage de Gabriel Zani. À Grand-Bassam, au Centre culturel Jean-Baptiste Moquet, un concert est dédié à la paix. Il est organisé par les chrétiens de la communauté des Assemblées de Dieu pour prier pour la paix et le développement du pays. La crise ivoirienne a interpellé plus d'un sur les conséquences énormes d'une guerre, qu'elle soit sociale, politique ou religieuse. Aujourd'hui, l'Église a sa part à jouer dans l'apaisement des tensions sociales en priant pour les autorités du pays. La Bible nous dit de prier pour les autorités parce que les autorités ont été établies par Dieu. Et en priant pour les autorités, nous pouvons vivre en paix. Dieu leur donne de l'intelligence, de la sagesse, pour pouvoir gérer les affaires communes, pour permettre, n'est-ce pas, aux citoyens de jouir des retombées de la richesse de la nation. Pour la représentante du maire de Grand-Bassam, l'Église doit être au centre de la réconciliation. Qui dit autorité, le cas du développement. Qui dit développement, dit paix. Aucun développement ne peut se faire sans paix. L'Église joue son rôle. L'Église devait être un vecteur, un puissant vecteur de la promotion de la paix, puisque l'Église touche à tout le monde. La communauté compte mener des actions caritatives et prier pour les populations démunies, mais surtout œuvrer pour l'enracinement de la paix en Côte d'Ivoire. Hier, journée nationale de la paix, aujourd'hui, journée africaine de la sécurité routière. Le gouvernement ivoirien invite les usagers à la prudence. Il profite de l'occasion pour annoncer une importante réforme dans le secteur du transport routier. Patricia Oumouetia. Troisième dimanche du mois de novembre, date retenue pour célébrer la journée africaine de la sécurité routière. En moyenne, 600 décès et 13 000 blessés chaque année dans notre pays. Occasion pour le gouvernement ivoirien d'interpeller les citoyens. En agissant sur des facteurs tels que la vitesse excessive, le téléphone au volant, l'utilisation de la ceinture de sécurité, le port du casque, la conduite en état d'ivresse, l'état mécanique des véhicules et l'état des infrastructures routières, la signalisation adéquate des véhicules immobilisés sur la voie publique pour cause de panne ou d'accident, il est possible de faire l'économie de nombreuses vies humaines et d'importantes ressources financières. Résolu à jouer pleinement son rôle dans cette lutte, le ministre des Transports met en œuvre une importante réforme du secteur du transport routier. Le gouvernement a pris et continuera de prendre des initiatives et des mesures appropriées en la matière. La réforme du permis de conduire en cours, la modernisation des équipements de contrôle de la vitesse, la professionnalisation du métier de conducteur
La journée africaine de la sécurité routière est décrétée par la conférence des ministres africains des transports. D'ici là, vous pouvez vous rendre à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny et avoir un vol pour l'intérieur du pays. Cela est possible depuis hier. Hier après-midi, un bombardier de la compagnie nationale Air Côte d'Ivoire a atterri à l'aérodrome de Korogo après 55 minutes de vol en provenance de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. C'est un avion de 67 places fabriqué au Canada. Il faut préciser que pour développer le transport aérien local, l'État de Côte d'Ivoire a acheté 2 avions à 23 milliards de francs CFA. Image, Francis Boifo. Vol inaugural domestique réussi ce 15 novembre à destination de Korogo. À bord de 2 nouveaux avions de la compagnie Air Côte d'Ivoire, en provenance de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny de Port-Boué, des autorités, des ambassadeurs, des fonctionnaires internationaux et des opérateurs économiques. 55 minutes ont suffi pour effectuer le voyage alors que, par la route, il faut 7 heures, voire plus, pour parcourir le trajet Abidjan-Korogo, long de 600 km. Je me croirais dans un avion à réacteur et donc j'estime que Air Côte d'Ivoire est à féliciter pour avoir fait le choix de cet avion-là. C'est un avion de luxe que nous avons pour aller effectivement à Korogo. Nous sommes très heureux et je crois que nous allons nous abonner définitivement à Air Côte d'Ivoire pour aller à Korogo. À l'aérodrome de Korogo sont visibles les 2 bombardiers achetés par l'État de Côte d'Ivoire à 23 milliards de francs CFA pour assurer les vols à l'intérieur du pays. Hier, je mettais 7 heures pour arriver à Korogo. Aujourd'hui, je mets 55 minutes. C'est de pouvoir faire des revenus, d'abord pour le temps et surtout être le plus près possible de mes collaborateurs. Par ces lignes domestiques, Air Côte d'Ivoire rapproche les cadres et les opérateurs économiques des différentes régions du pays, a fait observer le maire de la commune de Korogo. Cette compagnie, fierté nationale, nous appartient tous. C'est à nous de la faire vivre en l'empruntant aussi souvent que possible. C'est même un devoir citoyen que de faire vivre cette compagnie. Cet appel vaut pour tous les cadres. Déjà, des prix promotionnels, toutes taxes comprises, TTC, au départ d'Abidjan en classe économique sont connus. Des prix à partir de 86 000 francs CFA, aller-retour, tout taxe compris, entre Korogo et Abidjan, ou 81 000 francs entre San Pedro et Abidjan, ou 68 000 francs CFA entre Bouaké et Abidjan. Pour les mêmes destinations au départ d'Abidjan, les prix promotionnels des billets en classe business, en aller et retour, sont compris entre 179 000 et 202 000 francs CFA TTC. Pour le président du conseil d'administration d'Air Côte d'Ivoire, la reprise des vols à l'intérieur du pays est un acte historique. Si le président Félix Houphouët-Boigny a été le précurseur qui a doté notre pays de sa première flotte civile, Air Ivoire, avec ses Fokker 27, Fokker 28 et Fokker 100, le président Alassane Ouattara vient ressusciter et amplifier cette ambition à travers une nouvelle compagnie, Air Côte d'Ivoire, forte de ses appareils de pointe, des Airbus et des bombardiers. Raison de plus pour le ministre des Transports Gaoussou Touré de rendre hommage au chef de l'État, lui qui, par ses actions, a fait d'Air Côte d'Ivoire la compagnie leader de la sous-région et de l'Afrique centrale en termes de confort, de fiabilité, de ponctualité et de coefficient de remplissage. En moins de 2 ans, la compagnie dessert 18 capitales africaines et va désormais desservir, au plan national, 7 villes. Désormais, donc, pour aller à l'intérieur du pays, on peut y aller en avion et à l'occasion de la cérémonie de lancement de ce premier vol de la compagnie Air Côte d'Ivoire à destination de plusieurs villes de l'intérieur, le ministre des Transports Gaoussou Touré est revenu sur l'état des travaux en cours à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. On note que les travaux de sûreté et de sécurité ont atteint respectivement 55 et 68% de réalisation. Ce soir, les explications de Francis Boifo. Ce séminaire de formation des acteurs de l'administration, du secteur privé, de la société civile sur la réglementation régissant la commande publique. Objectif, leur permettre de comprendre cette réglementation pour une meilleure exécution des marchés publics. Séminaire initié par l'Autorité nationale de régulation des marchés publics à l'hôtel Le Président de Yamoussoukro, nous dit Alvorassa. La contribution des marchés publics à la rationalisation
des projets de développement est le premier sous-thème développé lors de ce séminaire. La rationalisation consiste à faire une planification déjà des opérations, de façon à ce que tous les acteurs impliqués intervenant sur ces opérations sachent quel est leur temps d'intervention, le délai qui leur est imparti pour exécuter leurs tâches. Le président de l'Autorité nationale de régulation des marchés publics, Coulibaly Nonkarna, lui est intervenu sur le respect de la réglementation lors de la passation des marchés publics. Il y aura de moins en moins d'impunité si les textes nous permettent de la combattre. L'exemple récent, c'est la prise d'un arrêté qui dit que désormais, les entreprises qui sont coupables d'inexactitude délibérée, qui s'adonnent à des manœuvres frauduleuses, ces entreprises-là, lorsqu'on découvre cela dans leur dossier, non seulement elles n'ont pas le marché, mais l'ARMP les exclut de tout appel d'offres en Côte d'Ivoire pendant 2 ans. Le professeur Pierre Claver Kobo, président de la Chambre administrative de la Cour suprême, a fait cas des contentieux lors de la passation des marchés publics, avec la Cour suprême qui peut être saisie comme dernier recours. La Chambre administrative a en réalité 2 chefs de compétences. Elle intervient en tant que juge du contrat en cassation, puisqu'il y a la présence d'une personne publique nécessairement dans un contrat de marché public. Mais nous intervenons aussi surtout en tant que juge de la légalité, et c'est nous qui sommes chargés de juger en quelque sorte les décisions que prend l'autorité de régulation. Les participants à ce séminaire ont apprécié les thèmes choisis et dans les recommandations, ils ont invité la RNP à répéter ce genre de séminaire, à communiquer encore plus pour permettre aux entreprises de cerner tous les contours de la réglementation sur la passation des marchés publics. Et vous allez le voir en image, la 6e édition de la conférence sur les partenariats publics-privés en Afrique. Elle se tiendra du 19 au 21 novembre prochain ici à Abidjan et pour la première fois en Afrique de l'Ouest francophone. Africa PPP 2014 se tient à Abidjan en raison surtout du retour de la BAD, institution qui appuie l'événement. Plus de 400 participants venant de 30 pays sont attendus pour réfléchir sur le thème « Promouvoir le partenariat public-privé durable au bénéfice des générations futures de l'Afrique ». Bientôt, un projet de complexe agro-pastoral, dénommé Complexe agro-pastoral de Côte d'Ivoire. Ce projet s'inscrit dans le cadre du PENIA, Programme national d'investissement national. Il a pour objectif d'investir dans la production intensive de maïs pour le renforcement de l'alimentation animale. Avant son démarrage, 4 accords de partenariat ont été signés. Mahamadou Traoré et Noël Niagno. 4 signatures de convention. CAPSI, Centre agro-pastoral de Côte d'Ivoire et le groupe Pionnier. Objet, recherche, développement et formation des producteurs aux nouvelles techniques de culture du maïs hybride non OGM. CAPSI, ANADER, pour l'encadrement des producteurs. CAPSI, Sodexam, pour la gestion des relevés pluviométriques ruraux et la vulgarisation de l'utilisation du calendrier culturel. Enfin, CAPSI, École supérieure d'agronomie pour le renforcement des capacités techniques des producteurs. Un projet, produit du maïs pour le renforcement de l'alimentation humaine et animale. Nous avons initié ce projet de complexe agro-pastoral intégré pour mettre en valeur ce produit-là qui aujourd'hui a le vent en poupe. Il s'agira pour nous, à travers ce projet, de satisfaire la demande des éleveurs en matière d'alimentation animale, et aussi de contribuer aussi à trouver de l'emploi pour nos jeunes agriculteurs, nos jeunes diplômés qui aujourd'hui sont confrontés aux facteurs, aux problèmes du chômage. Coût du projet 8 milliards 26 millions de francs CFA et il s'inscrit dans le cadre du PENIA, Programme national d'investissement agricole, avec 4 composantes. Une agricole, l'autre industrielle, la troisième avicole, la dernière recherche et développement. Un projet salué par le ministère de l'Agriculture pour son processus singulier de mise en œuvre. Je voudrais vous féliciter pour la méthodologie que vous avez utilisée. Habituellement, les privés qui arrivent très souvent, ils nous mettent devant le fait accompli et c'est quand ils sont engagés et qu'ils ont en difficulté qu'ils reviennent pour se référer à nous. Mais vous, vous avez fait l'inverse. Avant toute chose, vous êtes venus à la source. 3000 hectares de terrain seront aménagés, 2000 dans la région de la Maraoué, 1000 dans la région du Bélier. 5000 emplois seront créés à terme.
Pour la phase pilote, une ferme expérimentale sera établie sur un espace de 900 hectares. Démarrage effectif du projet CAPSI ce vendredi. Bientôt, la phase de réalisation des VRD, voiries et réseaux divers, dans le cadre du programme présidentiel de logement socio-économique. Mais quelle société pour ces travaux? Le ministre chargé de la mise en œuvre de ce programme veut s'assurer des moyens de l'État. Mamadou Sanogo, ministre de la Construction, a eu une séance de travail avec la Sonitra. Objectif, évaluer les moyens dont dispose cette société d'État spécialisée dans les travaux publics, le bâtiment et les ouvrages d'art. Léon Brou. Le ministre de la Construction et du Logement dans les locaux de la Sonitra, une société d'État spécialisée dans les travaux publics, le bâtiment et les ouvrages d'art. Mamadou Sanogo passe en revue tous les ateliers de la structure. Objectif, constater de visu le matériel dont dispose l'entreprise pour participer à nouveau au développement de la Côte d'Ivoire. Plus précisément, le ministre de la Construction veut s'assurer que la Sonitra remplit les critères pour la réalisation des VRD, voiries et réseaux divers sur les sites du programme présidentiel de logements sociaux et économiques. En général, donc, les grands groupes de BTP procèdent à des locations. Mais il faut noter qu'ici, la SBI, qui est donc actionnaire du groupe Sonitra, est propriétaire de ces engins, ce qui est déjà impressionnant. Et en cas de besoin, je pense que, comme les dirigeants nous rassurent, nous n'aurons pas de mal à rapatrier d'autres matériels. Mais ce que nous venons de voir, pour la taille des chantiers qui sont annoncés, c'est largement suffisant pour bitumer, faire réaliser les caniveaux, la voirie et tout le reste. Donc les Ivoiriens peuvent être rassurés que la Côte d'Ivoire dispose d'une société qui elle-même est assez outillée pour donc faire une partie de ces travaux. Les travaux de voirie et réseaux divers sur les sites des logements sociaux et économiques sont prévus pour démarrer avant la fin de ce mois même. Ce sera certainement le cadre pour la Sonitra d'exprimer une fois encore son expertise qu'elle a mise au service du pays dans la réalisation d'infrastructures de renom comme l'hôtel Le Président, la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro. L'Agence de gestion, d'études et de promotion de l'emploi ajoute une nouvelle corde à son arc. Pour mieux aider les demandeurs d'emploi, elle initie des formations dans plusieurs langues internationales, dont l'anglais. Léon Brou. Plus d'échecs à un appel à candidature pour les demandeurs d'emploi, faute du parler et de l'écrit de l'anglais et autres langues usuelles en entreprise. En tout cas, c'est le but de cette convention qui lie désormais l'AGEP à son partenaire, une structure de formation. Il s'agit de renforcer les capacités des demandeurs d'emploi dans les langues étrangères, notamment l'anglais via Internet par la méthode Rosetta Stone, Tell Me More. Rosetta Stone Tell Me More est présent dans plus de 133 pays. Rosetta Stone Tell Me More est une méthode complète comprenant plus de 10 000 exercices, un système de reconnaissance vocale. Tell Me More propose enfin 210 heures de préparation aux examens, dont le TOEFL. 5 000 francs CFA pour l'anglais, base de la formation, et 3 000 francs CFA par langue complémentaire, à choisir entre l'espagnol, l'allemand ou le chinois. Les inscriptions s'effectuent en ligne à travers le site de l'AGEP, www.agep.ci. Par cette formation, la structure de promotion de l'emploi entend relever le défi de la mondialisation. Le constat est évident. Aujourd'hui, plus qu'hier, les entreprises recherchent des candidats capables de s'adapter à des environnements professionnels différents où les compétences interculturelles, l'aptitude à travailler au sein d'équipes multilinguistes et multiculturelles, l'adaptabilité et de bonnes compétences en communication sont très sollicitées. Cette formation déjà subventionnée par l'AGEP est aussi ouverte aux travailleurs. Elle va durer 6 mois après inscription, une période pendant laquelle les apprenants bénéficieront de suivi. Au chapitre éducation, le groupe scolaire Alépé 1 et 2 a un visage qui séduit. Matériel de bureau, réhabilitation de plafond, de clôture, tout a été refait dans cette école. L'œuvre est de Mbaya Maferi Mabamba. Elle est la secrétaire nationale du RDR, chargée de la famille et de la protection de l'enfant. Cérémonie de remise des clés avec Hamza Djabi.
C'était Noël avant l'heure pour les 800 élèves du groupe scolaire Alépé 1 et 2. Ils ont vu leur établissement scolaire entièrement réhabilité par les bons soins de Mbaya Maferima Bamba, la secrétaire nationale du RDR, chargée de la famille et de la protection de l'enfant. Peinture, parquet, clôture, plafond entièrement refait, équipement en table-banc et matériel de bureau offert, le tout d'un montant d'environ 15 millions de francs CFA. La remise officielle des clés de l'établissement réhabilité s'est faite en présence des autorités administratives, coutumières, religieuses, avec une forte délégation du RDR, conduite par son secrétaire général adjoint, le professeur Lemassou Fofana. Les différents intervenants du jour ont loué l'esprit de civisme de la donatrice et de son parti, le RDR, qui par cet acte de générosité vient réaliser un pan de la politique chère au président Alassane Ouattara, celui d'investir dans le social. Ils ont en outre souhaité que le groupe scolaire Alépé 1 et 2 et la maternelle La Colombe soient rebaptisés groupe scolaire Dominique Ouattara d'Alépé. Les bénéficiaires, eux, ont promis prendre soin de leur école réhabilitée et obtenir de bons résultats scolaires. Je remercie Madame Mbaya Bamba Maferima d'avoir donné des cadeaux à tout le monde. Et nous devons bien travailler en classe. Pour Mbaya Maferima Bamba, elle se devait d'agir face aux besoins des enfants du groupe scolaire Alépé 1 et 2. Notre ambition à travers cette œuvre est de permettre aux élèves et bien sûr au personnel enseignant de travailler dans un environnement plus sain et beaucoup mieux adapté à la transmission et à l'acquisition du savoir. Mbaya Maferima Bamba a remis ensuite des vivres et des non-vivres au personnel et à la cantine de cet établissement de 12 classes créé dans les années 1950. Dans le domaine de la santé, la Fondation MTN Côte d'Ivoire a officiellement remis un chèque de 20 millions de francs CFA à l'État ivoirien pour soutenir ses efforts dans la lutte contre la maladie à virus Ebola. Il faut dire que l'État a déjà investi plus de 2 milliards de francs CFA dans la prévention de cette maladie. Gabriel Zani pour plus de détails. La fondation de l'entreprise MTN Côte d'Ivoire offre 20 millions de francs CFA à l'État pour lutter contre Ebola. Un don qui vient comme une bouffée d'oxygène pour le gouvernement qui a déjà investi dans la lutte préventive de la maladie plus de 2 milliards de francs CFA. On pense que c'est avec l'apport des partenaires privés, publics qu'on pourra aller lutter efficacement contre cette pandémie. Vous savez également que MTN est présent dans les pays, notamment la Guinée, le Libéria, qui sont très touchés. Et dans chacun de ces pays-là, nous sommes aux côtés des autorités pour pouvoir lutter, aider, trouver des moyens, notamment pour poursuivre l'activité, parce que l'impact économique est également important. Depuis le début de la lutte contre Ebola, la fondation de l'entreprise de téléphonie mobile n'a cessé de soutenir le gouvernement. Les messages d'alerte envoyés par SMS aux abonnés, les dons de produits phytosanitaires pour le lavage des mains ont aidé le gouvernement à sensibiliser les populations. Un partenariat public-privé qu'ont salué le directeur de cabinet de la ministre de la Santé et le coordonnateur de la lutte contre Ebola. Des contributions pour appuyer ce que l'État de Côte d'Ivoire a fait sont venues du secteur privé et des partenaires traditionnels de la santé de la Côte d'Ivoire. Il y a encore un gap à combler et ce don que fait MTN aujourd'hui est le bienvenu parce qu'il va nous aider à financer des pans d'activité pour lutter contre Ebola. Ebola a créé la panique depuis son apparition en mars dernier en Guinée. La persistance de la maladie dans les pays touchés a fait doubler les efforts du gouvernement dans le sens de la sensibilisation des populations. Aujourd'hui, avec plus de 5000 décès dus à la maladie à virus Ebola, la mobilisation pour enrayer l'épidémie ne faiblit pas au niveau du gouvernement. Et justement, parlant de la lutte contre Ebola, les pays les plus riches du monde réunis au G20 en Australie se sont engagés samedi à éradiquer l'épidémie qui a fait plus de 5000 morts en Afrique de l'Ouest. Et pour être complet sur le sujet, en RDC, en République démocratique du Congo, les autorités annoncent la fin de l'épidémie d'Ebola déclarée fin août en RDC. L'épidémie a provoqué la mort de 49 personnes.
Les hommes de médias se mobilisent pour communiquer davantage sur les mesures de prévention contre la fièvre hémorragique à virus Ebola. L'agence française CFI, Coopération Médias, initie depuis un mois en Afrique de l'Ouest des séminaires d'information et de renforcement des capacités et des séances de formation pour les journalistes radio. En Côte d'Ivoire, ce programme a débuté cette semaine à Abidjan. Une vingtaine de journalistes issus de 6 pays prennent part. Serge Koulia. La fièvre hémorragique à virus Ebola continue sa dangereuse progression. Pour l'instant, aucun remède miracle, seule la prévention peut permettre de freiner l'avancée de cette épidémie mortelle. Le projet des radios contre Ebola en Afrique de l'Ouest est une initiative de CFI Média Coopération en partenariat avec plusieurs structures, notamment l'URPC, l'Union des radios de proximité de Côte d'Ivoire. Avant de donner l'information, il faut la connaître. Donc on vient effectivement pour avoir les outils, mais à la fois on vient aussi apprendre de la maladie, pour nous donner la véritable information sur le terrain. On a besoin de donner aux populations la véritable information pour éviter les rumeurs. L'Union des radios de proximité de Côte d'Ivoire, pour le compte de la Côte d'Ivoire, porte ce projet qui a l'adhésion totale de toutes les radios qui participent aujourd'hui à cet atelier. Des journalistes radio venus de 6 pays, notamment le Bénin, le Burkina Faso, le Mali, le Sénégal, le Togo et la Côte d'Ivoire. Pendant 15 jours, ils seront formés et informés sur la maladie. Il s'agit pour ces hommes de médias qui s'adressent en permanence à des publics parfois localisés dans des zones rurales reculées de concevoir des émissions aussi bien en français que dans les langues locales pour toucher les masses. Avec cette maladie-là, ce sont les femmes qui sont les plus touchées. Et malheureusement, ce sont les femmes qui sont les plus analphabètes. Donc c'est dans ce cadre-là quand même qu'on utilise nos médias pour sensibiliser davantage les femmes, mais également aussi interpeller les autorités pour qu'ils puissent donner les moyens de se prémunir. Savoir avant de dire, tel est le sens du projet des radios contre Ebola qui rentre dans sa phase active en décembre 2014. Le décor est planté, place au magazine du dimanche. Et comme annoncé, nous sommes avec le directeur général de la décentralisation et du développement local, préfet hors grade. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci. Monsieur le directeur général, on commence déjà par cette préoccupation. Qu'est-ce qu'un élu? Un élu, c'est une personne qui a décidé de faire acte de candidature à l'une des élections prévues par le code électoral et qui sort vainqueur de ces élections. Je dois préciser que les élections prévues par le code électoral sont l'élection du président de la République, l'élection du député à l'Assemblée nationale et l'élection des conseillers municipaux. Qui peut être élu de la nation? Qui peut être élu de la nation, c'est toute personne inscrite sur des listes électorales, remplissant les conditions fixées par le code électoral et qui fait acte de candidature. Qu'est-ce qu'une collectivité territoriale? Une collectivité territoriale, c'est une personne morale. Une personne morale dotée de la personnalité morale, de l'autonomie financière. C'est une personne qui a des organes propres, qui exerce une partie de ses activités sur un espace du territoire à travers des organes qui sont élus au suffrage universel. En Côte d'Ivoire, en ce qui concerne les collectivités territoriales, nous avons 2 types, à savoir la commune, à savoir la région. Et parlant justement de commune, est-ce qu'on peut avoir la définition d'une commune? Une commune est une collectivité territoriale, comme je l'ai indiqué tout à l'heure. Une collectivité territoriale qui est un regroupement de quartiers et de villages. Une collectivité territoriale qui se situe à l'échelon inférieur de l'administration territoriale déconcentrée
elle a un nom, elle a un territoire, elle a des populations qu'elle doit administrer. Et quand un maire est élu, est-ce qu'il peut résider en dehors de sa commune? La loi n'a pas imposé de restrictions dans ce domaine. Cependant, le maire, l'adjoint au maire, doit avoir une résidence dans la commune. Je vais plus loin pour ajouter que nul ne peut être maire, nul ne peut être adjoint au maire s'il ne réside habituellement sur le territoire national. Cela veut dire que vous ne pouvez pas être de façon permanente à Londres ou à Paris et vouloir diriger une région, une commune qui sont des activités décentralisées qui ont besoin d'actions de proximité. Et les organes de la commune, comment ça se passe? La commune a 3 organes. Le premier organe, c'est le conseil municipal. Le conseil municipal, qui est le rassemblement d'hommes et de femmes, qui définit l'orientation politique majeure de la commune, qui décide des opérations à mener dans la commune, mais qui vote le budget. Voici le conseil municipal. En dessous du conseil municipal, nous avons la municipalité. La municipalité, c'est le maire, mais c'est aussi les adjoints au maire. La municipalité seconde le maire dans la gestion quotidienne de la commune. Et en dessous de cet organe, il y a le maire lui-même. Le maire, c'est l'exécutif de la commune. Il est chargé d'appliquer les décisions qui sont prises au sein du conseil municipal, mais aussi d'appliquer les décisions que le gouvernement prend, puisqu'il jouit d'un doublement fonctionnel, il est agent de l'État, il a l'obligation d'appliquer les décisions du gouvernement. Vous avez cité les organes de la commune, le conseil municipal, la municipalité, le maire. Est-il nécessaire d'habiter la commune pour y être élu conseiller? Monsieur le directeur général. Les conseillers municipaux, pour être élus, doivent d'abord être inscrits sur la liste électorale. D'accord. Ils doivent résider dans la commune dans laquelle ils veulent être candidats. Mais la loi a prévu un tempérament disant que vous pouvez être élu si vous êtes inscrit sur la liste électorale, même si vous n'habitez pas la commune, vous pouvez être élu si vous avez des intérêts économiques, des intérêts sociaux certains. C'est ce que dit la loi. Nous allons nous intéresser maintenant aux régions. Qu'est-ce qu'une région? Une région est une collectivité territoriale. Une région est une réunion de 2 ou plusieurs départements. Une région est aussi une personnalité morale dotée de l'autonomie financière. Elle a un nom, elle a un territoire, elle a des populations sur lesquelles elle agit. Mais je parle de la région en tant qu'administration territoriale décentralisée. Mais il y a une région qui est une collectivité, qui est une circonscription administrative, dirigée par un préfet de région qui est nommé par le président de la République. Cette région-là, c'est une région circonscription administrative, elle fait partie de ce qu'on appelle la déconcentration. Et pourquoi être passé des conseils généraux aux conseils régionaux? Oui, il s'agit d'une vision. D'accord. Il s'agit d'une vision. D'abord, je dois indiquer que la région, tout comme la commune, ont été acceptées dans la Constitution
comme étant des entités décentralisées. Donc, il s'agissait de se conformer à la Constitution. Deuxièmement, si vous avez lu le programme politique du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, il a dit qu'il voulait créer des espaces homogènes, pertinents, pour programmer le développement. Et donc, avec l'émiettement, avec la situation des départements que nous avions, aujourd'hui nous avons 108 départements. Il était possible d'aller dans ce sens, mais on s'est dit qu'il fallait régler la question de la pertinence. Donc, il a été retenu de créer 31 régions pertinentes pour assumer les questions liées à la conduite de l'aménagement du territoire, à régler les questions liées à l'émergence des potentialités économiques et financières. Et donc, c'est ce qui a expliqué cela. C'est donc lutter contre l'émergence, lutter contre les particularismes régionaux. On en vient maintenant aux députés. Monsieur le directeur général, un député, c'est qui? Un député, c'est un élu de la nation. Ouais. Un député, c'est la personne qui est à l'écoute des populations, qui fait écho des problèmes, des préoccupations, des mandats de ceux qui nous ont désignés. Un député, c'est celui qui vote la loi. Un député, c'est celui qui consent l'impôt. Donc, le député a une activité complémentaire à l'action des communes et à l'action des régions. Il est chargé d'alerter des développeurs, si je peux m'exprimer ici, c'est-à-dire le président du conseil régional ou bien du maire, pour les alerter, pour leur dire qu'il y a une situation qui se présente. Il faut qu'on puisse, dans le cadre du programme triennal, apporter les réponses qui s'imposent pour que les populations se sentent mieux. C'est cela. Existe-t-il une hiérarchie entre la commune et le conseil régional? Non, non, non. Il n'y a pas de relation hiérarchique entre les collectivités. C'est le principe de la libre administration. La commune règle ses affaires par délibération, tout comme la région règle ses affaires par délibération. Le préfet, dans son espace, est obligé, conformément aux dispositions de la loi, d'organiser ce qu'on appelle la conférence d'harmonisation, ce qui lui permet de savoir quelles sont les activités qui sont envisagées par la commune, quelles sont les activités qui sont engagées par la région, quelles sont les activités qui sont organisées par l'État, de manière à ce qu'on puisse avoir une action cohérente, logique, dynamique, efficace. Le cumul des mandats est-il permis? Est-ce qu'on peut être député, maire et président du conseil régional en même temps? Le maire peut être député. Je prends le cas du ministre d'État Kafana Koné, Gilbert, qui est député, mais maire de la commune de Yopougon. Je prends aussi le cas de l'honorable Dia Jean, qui est député et maire de la commune de Grand Laou. Il n'y a pas de difficulté à ce niveau, il n'y a pas de compatibilité. Par contre, il n'est pas souhaité, il n'est pas possible que le maire de Jacquesville, par exemple, soit membre du conseil municipal de Tafiri. C'est vrai qu'il vient de signer une convention de jumelage, mais ce n'est pas possible. Et pourquoi? De même, non, c'est une incompatibilité prévue par la loi. De même, il n'est pas possible, par exemple, au maire d'Aboisseau, M. Cano, d'être membre du conseil régional du Sud-Comoé, présidé par le ministre Aka Awele. Monsieur le directeur général, pour conclure, le maire, le président du conseil régional et le député, qui fait quoi, qui peut faire quoi? C'est ma dernière préoccupation. Le maire est chargé, dans le cadre de ses attributions, d'apporter des réponses nécessaires, exprimées par les populations. Il est chargé d'apporter
des réponses en matière d'infrastructures de base et de services de base. Tout comme le président du conseil régional qui exécute des missions beaucoup plus importantes puisque son espace est beaucoup plus élevé. Il doit apporter des solutions aux infrastructures qui structurent l'espace. Le député, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, son rôle, c'est de pouvoir être un éveilleur de conscience, d'apporter, puisqu'il n'a pas de budget, la complémentarité doit se faire entre le maire et le député et le président du conseil régional. Et donc, son rôle, c'est de dire, bon, écoutez, il y a un pont qui est cassé ici, je l'ai vu à telle époque, il faut que dans le cadre du programme triennal en cours, on puisse en tenir compte. Donc, c'est ça son problème. C'est ça la situation que nous devons pouvoir adresser ensemble. Merci, monsieur le directeur général, d'être venu sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes le directeur général de la décentralisation et du développement local. Et avec vous, nous avons parlé du rôle et de la compétence des élus. Et c'est la fin de ces 13 heures. Merci de votre fidélité. Merci.